1403. Charles naît dans un royaume déchiré par la folie. Son père Charles VI sombre régulièrement dans la démence, laissant la France en proie aux luttes de pouvoir. Le petit prince grandit dans l'ombre de ses deux frères aînés, Louis et Jean. Personne n'imagine alors qu'il deviendra roi. La mort frappe brutalement. Louis meurt en 1415, Jean en 1417. Du jour au lendemain, Charles devient dauphin à 14 ans. Le poids de la couronne lui tombe dessus sans préparation. La France agonise sous les coups des Anglais d'Henri V, maître de la guerre moderne. Azincourt a saigné la noblesse française 3 ans plus tôt. Le jeune dauphin découvre un royaume au bord de l'effondrement. Les Bourguignons s'allient aux Anglais contre lui. Les caisses sont vides. Les mercenaires changent de camp selon leurs intérêts. Charles n'a que 16 ans quand l'impensable arrive. Sa propre mère le renie. Isabeau de Bavière, épouse de Charles VI, négocie le traité de Troyes en 1420. Ce document révoltant déshérite son fils au profit d'Henri V d'Angleterre. La reine déclare Charles illégitime, bâtard, indigne du trône. Le coup est terrible. Un prince se retrouve orphelin de vivant, trahi par celle qui lui a donné la vie. Henri V épouse Catherine de France, sœur de Charles. Le roi anglais devient héritier légitime du royaume. Son fils Henri VI, né en 1421, cumule les couronnes d'Angleterre et de France sur le papier. Charles n'est plus rien officiellement, juste un prétendant sans légitimité. Charles VI meurt en octobre 1422. Henri V est mort quelques mois plus tôt. 2 enfants se disputent maintenant l'héritage. Henri VI, âgé d'1 an, et Charles VII, 19 ans. La régence anglaise gouverne à Paris et dans le nord. Charles se réfugie au sud de la Loire avec ses derniers fidèles. Son royaume se résume à quelques provinces pauvres, Berry, Poitou, Touraine, Languedoc. On le surnomme par dérision le petit roi de Bourges. Ses ennemis ricanent de ce monarque sans couronne, sans argent, sans armée digne de ce nom. Charles vit de l'aide de Yolande d'Aragon, sa belle-mère, qui finance tant bien que mal sa cause. Les défections se multiplient. Les grands seigneurs préfèrent rallier le camp anglo-bourguignon, plus riche et mieux organisé. Charles VII ne dispose que de quelques milliers d'hommes face aux 50 000 soldats ennemis. Ses mercenaires le quittent faute de solde. Ses conseillers l'abandonnent les uns après les autres. La situation militaire empire chaque jour. Les Anglais contrôlent Paris, la Normandie, une grande partie de l'Île-de-France. Les Bourguignons tiennent l'Est et le Nord-Est. Le dauphin ne règne que sur un tiers du royaume, le plus pauvre. Orléans résiste encore, mais pour combien de temps? Psychologiquement, Charles s'effondre. Ce jeune homme timide, sans charisme naturel, doute de sa légitimité. Sa mère l'a renié publiquement. Peut-être n'est-il vraiment qu'un bâtard? Cette incertitude le ronge. Il hésite, temporise, évite les décisions importantes. Ses généraux désespèrent de sa mollesse. L'entourage royal se divise entre 2 factions. Les modérés, menés par Georges de la Trémoille, prônent la négociation avec les Anglo-Bourguignons. Les jusqu'au-boutistes, emmenés par le connétable Arthur de Richemont, veulent continuer la guerre. Charles navigue entre ces 2 camps sans trancher. La cour itinérante s'installe tantôt à Bourges, tantôt à Chinon, tantôt à Poitiers. Cette instabilité reflète l'incertitude du règne. Le roi fuit plus qu'il ne gouverne. Ses sujets du Sud restent fidèles, mais leur patience s'érode. Comment croire en un souverain qui doute de lui-même? Février 1429. Une paysanne de 17 ans se présente à la cour de Chinon. Elle dit s'appeler Jeanne, venir de Domrémy en Lorraine. Ses paroles défient l'entendement. L'archange Michel lui a confié une mission divine. Elle doit bouter les Anglais hors de France et conduire Charles à Reims pour son sacre. Robert de Baudricourt, capitaine de Vaucouleurs, a d'abord ri de cette fille. Puis quelque chose dans sa détermination l'a troublé. Il lui donne une escorte pour rejoindre Chinon. Le voyage prend 11 jours à travers un territoire infesté d'ennemis. Jeanne arrive entière, convaincue de sa mission. La cour accueille cette apparition avec scepticisme. Une bergère qui prétend sauver la France? Les courtisans murmurent, les soldats ricanent. Charles lui-même hésite à la recevoir. Finalement, la curiosité l'emporte. Il organise un test pour éprouver ses prétendus dons surnaturels. Le 25 février,
Charles se cache parmi ses courtisans dans la grande salle du château. Un autre homme porte ses habits royaux. Jeanne entre, balaye l'assemblée du regard, se dirige droit vers le vrai roi. « Gentil dauphin, j'ai nom Jeanne la Pucelle. Le roi des cieux vous mande par moi que vous serez sacré et couronné en la ville de Reims. » L'effet est saisissant. Charles emmène Jeanne à l'écart pour un entretien privé. Que lui dit-elle? Le secret ne sera jamais percé. Mais le roi ressort transformé. Pour la première fois depuis des années, il affiche une détermination nouvelle. Quelque chose a changé dans son regard. Les théologiens de Poitiers interrogent Jeanne pendant 3 semaines. Ils cherchent la faille, le mensonge, la fourberie. Ils ne trouvent qu'une foi inébranlable et une connaissance troublante des affaires du royaume. Leur conclusion tombe. Rien dans ces paroles ne contredit la doctrine chrétienne. L'Église donne son feu vert. Charles accepte le défi. Il confie une petite armée à cette fille qui n'a jamais manié d'épée. Jacques d'Alençon, Gilles de Retz, La Hire et Jean de Dunois l'accompagnent. Ces capitaines expérimentés acceptent de suivre une adolescente. La foi de Jeanne devient contagieuse. Orléans agonise depuis octobre 1428. Les Anglais ont construit un collier de forteresses autour de la ville. Le siège s'éternise, mais l'étau se resserre. Les vivres manquent. La garnison française, menée par Jean de Dunois, tient bon malgré tout. Cette résistance héroïque symbolise le dernier espoir français. Jeanne arrive devant la ville le 29 avril 1429. Elle porte une armure blanche, tient un étendard brodé du nom de Jésus. Sa présence galvanise les défenseurs. Les bourgeois d'Orléans voient en elle l'envoyé de Dieu. Les soldats retrouvent leur ardeur au combat. La stratégie de Jeanne brise tous les codes militaires de l'époque. Au lieu d'attendre passivement les secours, elle décide d'attaquer les positions anglaises. Le 4 mai, elle donne l'assaut contre la forteresse des Augustins. Ses hommes l'enlèvent en quelques heures. Le 7 mai, l'attaque principale vise les tourelles, le plus puissant ouvrage anglais. Jeanne monte la première à l'échelle. Une flèche anglaise la traverse de part en part. Blessée, elle arrache le trait, prie quelques minutes, puis remonte à l'assaut. Cette image frappe les esprits. Une fille de 17 ans défie la mort pour libérer la France. Les tourelles tombent au soir. Les Anglais évacuent précipitamment leurs autres positions. Le lendemain matin, ils lèvent complètement le siège. 7 mois d'efforts s'effondrent en 4 jours. L'impossible s'est produit. Orléans est libre. La nouvelle se répand comme une traînée de poudre. Dans tout le royaume, on parle du miracle d'Orléans. Les Français reprennent espoir. Les Anglais doutent pour la première fois. Comment une paysanne a-t-elle réussi là où leurs meilleurs capitaines ont échoué? Charles VII reçoit ces rapports avec incrédulité puis exaltation. Jeanne a tenu parole. Elle a brisé l'invincibilité anglaise. Le roi comprend qu'il tient là un atout inestimable. Pour la première fois, la fortune lui sourit. L'initiative change de camp. Jeanne ne perd pas de temps. Orléans libérée, elle convainc Charles de marcher sur Reims pour son sacre. Cette idée paraît folle. La ville se trouve en territoire bourguignon, à 200 km en pays ennemis. Mais l'élan d'Orléans rend tout possible. L'armée royale nettoie d'abord la vallée de la Loire. Jargeau tombe le 12 juin. Suffolk, l'un des meilleurs généraux anglais, y est capturé. Beaugency capitule le 17 juin. Le lendemain, à Patay, les Français surprennent l'arrière-garde anglaise. Talbot, autre légende militaire anglaise, tombe aux mains de Jeanne. Ces victoires en chaîne provoquent un renversement psychologique majeur. Les garnisons anglaises évacuent leurs positions sans combattre. Les villes ouvrent leurs portes aux Français. L'effet Jeanne transforme le rapport de force. Charles VII découvre qu'il peut gagner. Le 29 juin, l'armée royale quitte Gien pour sa marche vers Reims. 12 000 hommes suivent leur roi et la pucelle. Ce n'est plus la troupe déguenillée d'autrefois, mais une force confiante en sa mission. Jeanne a insufflé un esprit nouveau à ses soldats. Auxerre négocie sa neutralité. Troyes résiste 3 jours puis capitule. Chalon-sur-Marne ouvre ses portes sans combat. Reims fait de même le 16 juillet. En 2 semaines, l'armée française a traversé 300 km de territoire hostile sans livrer bataille. La peur a changé de camp. Le sacre a lieu le 17 juillet 1429 en la cathédrale de Reims.
Charles VII reçoit l'onction sainte des mains de l'archevêque Regnault de Chartres. Jeanne se tient à ses côtés, tenant son étendard. Les pairs de France présents reconnaissent la légitimité du roi. L'acte juridique efface le traité de Troyes. Cette cérémonie transforme tout. Charles n'est plus le petit roi de Bourges, mais le roi de France sacré selon la tradition millénaire. Jeanne a réussi son pari. Elle s'agenouille devant son roi et pleure de joie. Gentil roi, maintenant est exécuté le plaisir de Dieu qui voulait que vous vinssiez à Reims recevoir votre digne sacre. Grisé par ses succès, Charles VII marche sur Paris en août 1429. Mais la capitale résiste farouchement. La bourgeoisie parisienne reste fidèle aux Anglais et aux Bourguignons. Les faubourgs Saint-Honoré et Saint-Denis passent sous contrôle français, mais la ville ne tombe pas. L'assaut du 8 septembre échoue devant la porte Saint-Honoré. Jeanne est blessée à la cuisse par un carreau d'arbalète. L'échec marque un tournant. Pour la première fois depuis Orléans, la Pucelle connaît la défaite. Charles VII ordonne la retraite. La magie semble se briser. L'hiver 1429 à 1430 voit les opérations se ralentir. Charles hésite de nouveau. Il négocie secrètement avec Philippe le Bon, duc de Bourgogne, pour détacher ce dernier de l'alliance anglaise. Ces tractations irritent Jeanne, qui préfère l'action militaire à la diplomatie. En mai 1430, Jeanne défend Compiègne assiégée par les Bourguignons. Le 23 mai, lors d'une sortie, elle est coupée de ses troupes et capturée par Jean de Luxembourg, vassal bourguignon. La nouvelle stupéfie l'Europe. L'invincible Pucelle est prisonnière. Charles VII ne fait rien pour la racheter. Cette passivité choque les contemporains et ternit sa réputation. Plusieurs explications se mêlent. L'argent manque, les négociations avec Bourgogne sont prioritaires, certains conseillers voient d'un mauvais œil l'influence de Jeanne. Le roi abandonne celle qui l'a sauvée. Les Anglais achètent Jeanne aux Bourguignons pour 10 000 livres. Ils organisent un procès en sorcellerie à Rouen pour détruire sa légende. Pierre Cochon, évêque de Beauvais, mène cette parodie de justice. L'objectif est clair, prouver que les victoires françaises étaient l'œuvre du diable. Le procès dure plusieurs mois. Jeanne résiste avec courage aux interrogatoires piégés. Ses réponses révèlent une intelligence remarquable et une foi inébranlable. Mais l'issue ne fait aucun doute. Le 30 mai 1431, elle meurt sur le bûcher de Rouen. Elle n'a que 19 ans. La mort de Jeanne marque paradoxalement le début de la vraie métamorphose de Charles VII. Débarrassé de cette figure encombrante, il peut enfin gouverner selon sa méthode. L'échec parisien et la tragédie de Rouen lui ont appris la prudence. Il choisit désormais la patience contre l'audace. Les années 1430 voient Charles VII mûrir politiquement. Il épure son conseil, écarte les incompétents, s'entoure d'hommes efficaces. Jacques Coeur devient son argentier, Pierre de Brézé son conseiller militaire. Ces techniciens remplacent les grands seigneurs fantasques qui l'entouraient jadis. La diplomatie royale porte ses fruits. En septembre 1435, le traité d'Arras détache définitivement Philippe le Bon de l'alliance anglaise. Ce coup de maître isole les Anglais. Charles VII reconnaît l'innocence du duc dans l'assassinat de Jean sans Peur, tué en 1419. Il lui cède plusieurs villes, mais récupère un allié précieux. Paris tombe en avril 1436 sans combat. Arthur de Richemont entre dans la capitale abandonnée par les Anglais. Charles VII attend 2 mois avant de s'y rendre en personne. Cette prudence contraste avec l'impétuosité de 1429. Le roi a appris à consolider ses acquis avant de poursuivre. La reconquête s'accélère méthodiquement. Montereau, Melun, Meaux passent sous contrôle français entre 1436 et 1439. Les Anglais se replient vers la Normandie et la Guyenne. Ils ne contrôlent plus que le quart du royaume. L'étau se resserre lentement mais sûrement. Charles VII profite de cette accalmie pour réformer en profondeur. Les États généraux de 1439 lui accordent un impôt permanent, la taille. Cette ressource fiscale régulière lui permet d'entretenir une administration stable et une armée permanente. L'État moderne naît de ces innovations. L'ordonnance de mai 1445 crée les compagnies d'ordonnance, première armée permanente du royaume. Charles VII constitue 15 compagnies de 100 lances chacune, soit 3000 hommes d'armes au total. Avec leurs valets et pages, cela représente 9000 soldats payés en permanence par le roi.
Cette innovation révolutionne l'art de la guerre. Fini les mercenaires qui changent de camp selon leurs intérêts. Terminer les levées féodales indisciplinées qui se dispersent après 40 jours de service. Charles VII dispose enfin d'une force professionnelle fidèle et entraînée. L'équipement de ses compagnies reflète l'évolution technique. Chaque homme d'armes porte cuirasse, harnois de jambes et salade. Il monte 3 chevaux et dispose d'une épée, d'une dague et d'une lance. Ses auxiliaires complètent l'ensemble avec arc et arbalète. Cette combinaison allie mobilité et puissance de feu. Charles VII recrute ses officiers dans la petite noblesse plutôt que chez les grands seigneurs. Ses capitaines lui doivent tout et restent fidèles. Ils commandent selon ses ordres, non selon leurs caprices. Cette centralisation militaire accompagne la centralisation politique du royaume. L'artillerie royale se développe parallèlement. Jean et Gaspard Bureau, maîtres artilleurs du roi, perfectionnent bombardes et coulevrines. Ces canons de bronze se révèlent redoutables contre les fortifications anglaises. Ils donnent à Charles VII un avantage technique décisif. L'infanterie française progresse également. Les francs archers, institués en 1448, complètent le dispositif militaire. Chaque paroisse doit équiper un archer dispensé de taille en contrepartie. Ces 16 000 fantassins forment une réserve précieuse pour les sièges et les garnisons. Cette modernisation coûte cher. Charles VII lève des impôts exceptionnels pour financer ses réformes. La taille passe de 1,2 million de livres en 1440 à 1,8 million en 1450. Les sujets grognent mais paient. Ils comprennent que ces sacrifices servent à chasser l'envahisseur. 1449 marque le début de la phase finale. Charles VII attaque la Normandie avec ses nouvelles troupes. Rouen tombe en octobre après un siège modèle. L'artillerie royale brise ses murailles, les compagnies d'ordonnance donnent l'assaut. La ville qui a brûlé Jeanne passe sous contrôle français. Harfleur, Honfleur, Fresnoy capitulent rapidement. Les garnisons anglaises, trop faibles et mal soutenues, ne peuvent résister longtemps. Seul Caen tient jusqu'en juin 1450. Sa chute ouvre la route vers Cherbourg et les dernières places normandes. La bataille de Formigny, le 15 avril 1450, scelle le sort de la Normandie. Les Anglais tentent un débarquement de secours près de Bayeux. Arthur de Richmond les écrase avec ses compagnies d'ordonnance. Cette victoire démontre la supériorité de la nouvelle armée française. Cherbourg résiste jusqu'en août 1450. Sa reddition achève la reconquête normande. Après 35 ans d'occupation, la Normandie redevient française. Charles VII entre triomphalement à Rouen en novembre. Il pardonne aux collaborateurs repentis, mais confisque les biens des irréductibles. Cette campagne révèle le génie militaire de Charles VII. Il a coordonné diplomatie, logistique et tactique avec une maîtrise consommée. Les sièges méthodiques ont évité les batailles coûteuses. L'artillerie a compensé l'infériorité numérique. La reconquête s'est faite à moindre coût humain et financier. Les Anglais perdent leur base continentale principale. La Normandie leur rapportait 120 000 livres par an, finançait leur garnison française. Sans ces revenus, ils ne peuvent plus maintenir leur position. Charles VII les a frappés au portefeuille autant qu'au cœur. Reste la Guyenne, possession anglaise depuis 3 siècles. Bordeaux et ses vignobles enrichissent l'Angleterre. La bourgeoisie locale collabore volontiers avec l'occupant. Cette province sera plus difficile à reconquérir que la Normandie. Charles VII prépare soigneusement cette dernière campagne. Il rassemble 20 000 hommes et plus de 300 canons. Cette armée formidable n'a rien de commun avec les troupes déguenillées de 1429. La logistique française fonctionne parfaitement. Les soldats sont payés, nourris, équipés. L'offensive débute en mai 1451. Blaye tombe rapidement, ouvrant l'estuaire de la Gironde. Bourg, Fronsac, Libourne suivent. L'artillerie royale pulvérise les défenses anglaises. En juin, Bordeaux capitule sans combat. La reconquête semble achevée. Mais les Anglais tentent un baroud d'honneur. En octobre 1452, John Talbot débarque avec 3000 hommes. Bordeaux se soulève, chassant la garnison française. Cette révolte ranime l'espoir anglais. Henri VI envoie des renforts pour récupérer la Guyenne. Charles VII réagit immédiatement. Il mobilise ses meilleures troupes sous les ordres de Jean Bureau. Cette armée marche sur Bordeaux via Castillon-la-Bataille. Talbot sort de Bordeaux pour l'intercepter. La bataille décisive se profile. Le 17 juillet 1453,
Exactement 24 ans après le sacre de Reims, les deux armées s'affrontent à Castillon. Talbot charge courageusement l'artillerie française. Mais ses chevaux s'empalent sur des pieux cachés. L'infanterie anglaise se disloque sous le feu des canons. Talbot meurt dans la mêlée. Cette défaite anéantit le dernier espoir anglais. Bordeaux capitule définitivement en octobre 1453. Après 116 ans, la guerre de 100 ans s'achève enfin. Charles VII a libéré entièrement son royaume. Seul Calais reste aux mains des Anglais. Vainqueur des Anglais, Charles VII s'attaque aux féodaux rebelles. La praguerie de 1440 avait révélé l'opposition de certains grands seigneurs à la centralisation royale. Le roi règle méthodiquement ses comptes en souffrance. Louis de Bourbon-La Marche paie sa rébellion passée. Ses terres sont confisquées en 1447. Jean-Mi d'Armagnac subit le même sort en 1455. Ces exemples découragent les velléités d'indépendance. Les grands seigneurs comprennent que l'époque féodale s'achève. L'administration royale s'étend partout. Les baillis et sénéchaux du roi remplacent les officiers seigneuriaux. La justice royale concurrence les tribunaux locaux. Les finances centralisées drainent les richesses vers Paris. L'État moderne s'impose face aux pouvoirs locaux. Charles VII réforme également l'Église de France. La pragmatique sanction de 1438 limite l'autorité papale. Le roi contrôle désormais les nominations épiscopales. Cette gallicane attitude préfigure les conflits futurs avec Rome. L'Église française devient plus nationale. La prospérité économique accompagne les victoires militaires. Jacques Coeur développe un empire commercial de Lyon à Damas. Ses navires sillonnent la Méditerranée. Ses comptoirs s'établissent partout. Cette richesse privée enrichit également le trésor royal par l'impôt. Les arts renaissent avec la paix. Jean Fouquet peint les portraits royaux. Pierre de Montereau reconstruit les monuments détruits. Cette renaissance culturelle accompagne le redressement politique. Charles VII protège les artistes comme ses prédécesseurs. Charles VII meurt le 22 juillet 1461 au château de Méhun-sur-Yèvre. Il a 58 ans et règne depuis 39 années. Ce prince timide et hésitant a réussi l'impossible. Transformer la France d'un royaume exsangue en puissance européenne dominante. Son bilan impressionne. Il a chassé les Anglais après 116 ans d'occupation. Il a réconcilié Armagnac et Bourguignon. Il a créé la première armée permanente d'Europe. Il a unifié fiscalement le royaume. Il a posé les bases de la monarchie absolue. Géographiquement, la France de 1461 ressemble à la France actuelle. Seul manque l'Alsace, la Franche-Comté, la Roussillon et quelques enclaves. Charles VII a reconstitué l'unité territoriale perdue depuis Philippe Auguste. Cette œuvre survivra au siècle. Institutionnellement, ces innovations marquent durablement. L'armée permanente, l'impôt royal, l'administration centralisée deviennent permanents. Ses successeurs n'auront qu'à développer ces créations. La France moderne naît véritablement sous Charles VII. Économiquement, le royaume prospère de nouveau. La population, décimée par la guerre et la peste, se reconstitue. Les campagnes revivent, les villes se repeuplent. Cette renaissance démographique accompagne la renaissance politique. La France retrouve sa vitalité. Diplomatiquement, Charles VII redonne à la France son rang européen. Ses ambassadeurs sont écoutés partout. Ses alliances sont recherchées. Cette influence internationale couronne le redressement intérieur. La France redevient un acteur majeur de l'échiquier européen. Comment expliquer cette transformation extraordinaire? Le prince hésitant de 1422 et le roi autoritaire de 1450 semblent deux personnages différents. Plusieurs facteurs éclairent cette métamorphose. L'âge d'abord. Charles VII avait 19 ans en 1422, 47 ans en 1450. L'expérience du pouvoir mûrit un homme. Les échecs forment autant que les succès. Le roi apprend de ses erreurs, corrige ses faiblesses, développe ses qualités latentes. L'entourage ensuite. Les flatteurs et incapables des débuts laissent place à des conseillers compétents. Jacques Coeur, Pierre de Brézé, Jean et Gaspard Bureau forment une équipe gouvernementale efficace. Ces hommes nouveaux servent fidèlement leur maître.
Les circonstances enfin. La guerre forge les caractères. Charles VII grandit dans l'adversité, se révèle dans l'épreuve. Jeanne d'Arc lui a redonné confiance en sa légitimité. Les victoires ultérieures ont confirmé cette révélation. Le succès appelle le succès. Cette évolution psychologique fascine les historiens. Charles VII incarne la plasticité humaine, la capacité d'adaptation et de dépassement. Il prouve qu'un homme peut changer profondément, que les faiblesses de jeunesse ne condamnent pas l'avenir. Sa relation avec Jeanne d'Arc reste mystérieuse. Que lui a-t-elle dit lors de leur entretien privé? Cette révélation a-t-elle vraiment transformé sa vision de son destin? L'abandon de la pucelle ternit-il sa gloire? Ces questions hanteront toujours les biographes. Au final, l'histoire de Charles VII illustre un miracle français. En 1422, le royaume semblait condamné. Les Anglais occupaient les meilleures provinces. Les Bourguignons contrôlaient l'Est. Le dauphin régnait sur quelques territoires pauvres et divisés. 40 ans plus tard, cette situation s'est complètement inversée. Les Anglais ont perdu presque toutes leurs conquises. Les Bourguignons sont redevenus vassaux loyaux. Charles VII règne sur un royaume unifié et prospère. Cette résurrection défie les lois ordinaires de l'histoire. Plusieurs facteurs expliquent ce retournement. L'intervention de Jeanne d'Arc ranime l'espoir français et ébranle la confiance anglaise. Les réformes militaires de Charles VII donnent à la France une supériorité technique. Sa diplomatie habile détache les Bourguignons de l'alliance ennemie. Mais au-delà de ces causes matérielles, une force plus profonde opère, le sentiment national naissant. Les Français rejettent progressivement la domination étrangère. Cette résistance populaire soutient l'effort royal,